rentrer dans la présentation habituelle de l'Observatoire, quelques mots d'introduction pour vous dire que l'activité de Crédit Logement sur ce premier trimestre est toujours extrêmement dynamique, puisque nous avons garanti sur les 3 premiers mois de l'année 34 milliards d'euros d'opérations nouvelles de financement dans l'immobilier résidentiel, ce qui est comparé au record historique de l'an dernier sur l'ensemble de l'année de 122,8 milliards. Si vous faites le ratio entre ces deux chiffres, ça représente déjà 28%. On a une dynamique sur les 3 premiers mois qui est même meilleure que la dynamique globale de l'année précédente. Ceci étant, quand on regarde un peu plus dans le détail, on constate de façon assez naturelle, et ça c'est quelque chose qu'on ne suit pas dans l'observatoire, donc je vais le commenter rapidement, qu'il y a moins d'opérations de rachat de crédit sur ce premier trimestre que ce que l'on constatait à la fin de l'année 2016, ce qui s'explique assez bien dans un contexte où les taux d'intérêt ont remonté légèrement sur les crédits immobiliers, et donc ça a contribué à freiner un peu les demandes de rachat de crédit. Ceci étant, elle reste à des niveaux extrêmement importants, puisqu'elle représente sur le premier trimestre plus de 30% de la production cautionnée par Crédit Logement. Et même si on regarde des indicateurs très récents sur le mois d'avril, ça continue de baisser, et on est encore à 25% des opérations que l'on reçoit qui sont liées à des opérations de rachat de crédit. Donc c'est une dynamique qui est toujours très, très significative, même si elle est en réduction. Du côté de la production structurelle, donc hors les rachats, donc tout ce qui contribue à des acquisitions de logements résidentiels, la dynamique est toujours très positive, mais je ne vais pas le détailler plus, puisque les chiffres qu'on observe à Crédit Logement corroborent complètement ceux que le professeur Mouillard vous décrira au travers de l'observatoire. En substance, s'il faut synthétiser, on constate qu'il n'y a pas énormément d'impact de la hausse des taux qu'on a vécu depuis le mois de novembre. Ceci étant, vous le reverrez tout à l'heure, elle est assez limitée, cette hausse des taux. Bien sûr, elle a un léger impact sur la solvabilité des opérations, mais je veux quand même bien repréciser que les niveaux de taux qu'on a observés au mois de novembre 2016, où on était descendu à 1,31, étaient des niveaux qu'on n'avait jamais imaginé pouvoir atteindre, et des niveaux donc particulièrement bas. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a peu d'impact des élections présidentielles en cours. On a l'habitude d'exprimer à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles que ça contribue à des situations d'attente. C'est pas vraiment ce qu'on observe aujourd'hui. On a plutôt l'impression que, compte tenu de prix qui commencent à remonter dans certains cas, et de taux qui sont légèrement plus élevés, les dossiers se font. Concernant l'aspect immobilier et logement dans l'élection présidentielle, vous aurez constaté que c'est quand même pas le sujet principal au cœur des débats, et y compris au niveau des deux finalistes à cette élection présidentielle, puisqu'on est ici entre les deux tours. Peut-être la seule chose que je trouve intéressante dans ce qu'on peut entendre autour du sujet, c'est que même si, bien sûr, chacun des programmes est très marqué par l'orientation politique sous-jacente de chacun des candidats finalistes, ce qu'on observe, c'est que l'un et l'autre revendiquent une certaine forme de pragmatisme par rapport au financement et du marché de l'immobilier, ou à la politique du logement. Et quand on écoute bien ce qui peut être dit, c'est encore plus vrai sans doute pour M. Macron, mais la logique est quand même autour de ce pragmatisme de garder, d'adapter ce qui peut exister, et pas de créer de révolution nouvelle, en ayant bien conscience que les grandes idées trop novatrices, et on en a vécu il n'y a pas si longtemps que ça avec la loi Allure, ça peut avoir des effets un peu désastreux sur un marché qui pour l'instant fonctionne plutôt bien. Donc la question, c'est plutôt de l'accompagner, de conserver ce qui fonctionne, d'adapter les choses, plutôt que de créer de la révolution. Et apparemment, ce n'est pas l'ambition ni d'un des candidats ni de l'autre. Voilà, donc concernant l'observatoire lui-même, au-delà des chiffres habituels que le professeur Mouillard va vous commenter en détail, on aura aussi le plaisir de vous présenter de nouveaux indicateurs
à caractère régional, alors même plus précisément autour de 34 villes françaises, qui sont des indicateurs qui déclinent les indicateurs globaux de solvabilité qui vous sont présentés par l'Observatoire, mais qui désormais pourront être régionalisés donc sur ces 34 villes, qui permettront d'avoir une analyse des tensions ou pas sur chacun des marchés régionaux, en sortant de l'analyse un peu historique et traditionnelle qui a été promue par beaucoup d'économistes, y compris pendant longtemps par la Banque de France, sur le fait de mesurer simplement les tensions en comparant les prix de l'immobilier avec les revenus des ménages. C'est une première approche, simplement, elle ne tient pas du tout compte des conditions de financement sous-jacentes. Et donc, au travers de ce qui était fait sur la solvabilité au niveau global, décliné maintenant régionalement, donc on peut intégrer les notions de taux, les notions de durée, les notions d'apport personnel. Et le professeur Mouillard a choisi, pour le rendre plus clair et encore plus explicite, plutôt que de parler de solvabilité, de le transformer en quelque chose qui parle à tout le monde, qui est concret, qui sont les surfaces achetables. Donc aujourd'hui, on vous présentera, pour bien comprendre comment ça fonctionne, cet indicateur, le cas de Nantes. Mais donc ensuite, ça sera étendu à 34 villes françaises. Et ce qui nous a fait plaisir de constater très récemment, c'est que la Banque de France, dans son bulletin trimestriel du mois de mars-avril, a effectivement fait une critique assez approfondie des indicateurs utilisés par elle-même jusque-là, qui sont des rapports prix-revenus, pour montrer qu'il fallait beaucoup plus aller vers des indicateurs de solvabilité, tels que l'Observatoire les propose depuis 10 ans, 15 ans, simplement 10 ou 15 ans.